Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Gatémerie et je suis Anne Gersard, sa fondatrice. L'intention de ce podcast est de challenger notre définition de la réussite. Parce qu'au fond, qu'est-ce que réussir ? À quel moment on peut se dire que l'on a réussi notre vie ? Chaque lundi, j'invite des entrepreneurs, des salariés, des artistes ou encore des sportifs. Et leur point commun, c'est qu'ils semblent avoir trouvé leur vocation. Pendant environ 1 heure, je vais décrypter l'envers du décor de leur parcours, notamment leurs questionnements, leurs doutes et leurs prises de décision qui leur ont permis de redonner plus de sens à leur carrière. Mon objectif est de vous nourrir de ces parcours de vie pour que vous puissiez à votre tour inventer votre propre réussite. Si ma démarche vous plaît et que vous voulez me soutenir, c'est très simple. Mettez-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou bien partagez le podcast à vos amis sur les réseaux sociaux. Bref, chaque geste compte et ça me donnera un gros coup de boost. Allez hop, je laisse place à l'épisode de la semaine. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Clara Mollet, militante pour l'égalité au travail avec son podcast et son livre Les règles du jeu, et aussi spécialiste des matières premières, sujet qu'elle a pu approfondir dans son métier de trader. J'ai voulu rencontrer Clara car en découvrant son travail dans le podcast de Siam Jibril, Génération XX, j'ai enfin trouvé une personne qui mettait des mots précis sur une situation que beaucoup de jeunes actifs vivaient en arrivant en entreprise. Généralement, quand on arrive en entreprise, on s'attend à reproduire ce qui a toujours marché pour nous, à savoir être un bon ou une bonne élève. Et c'est exactement cette croyance que Clara essaye de déconstruire. Elle nous donne plusieurs tips et des outils pour éclaircir tous nos questionnements. Comment provoquer les opportunités en entreprise, comment obtenir la promotion que l'on brigue depuis plusieurs mois, comment réagir aux remarques blessantes en entreprise, ou tout simplement comment vaincre son syndrome de l'imposteur. Autant de questions pour lesquelles Clara a essayé de donner des pistes de réflexion et des outils pour mieux se responsabiliser et être acteur ou actrice de sa carrière. J'ai beaucoup aimé la pertinence et le peps de Clara, mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec Clara Mollet. Bonjour Clara. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir sur le podcast Gatémerie. Moi, je suis ravie d'être là. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, merci à toi. Clara, tu étais trader, milieu qui est assez masculin. Depuis quelques années, tu es aussi spécialiste du genre au travail, j'ai envie de dire. Spécialiste, je sais pas, mais c'est vrai que c'est un engagement que j'ai pris sur la question de l'égalité au travail qui est très très fort. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui m'occupe beaucoup. Ouais, d'accord. Ton conseil de dire que les règles de l'entreprise ne sont pas celles de l'école. Et je trouve qu'on ne parle pas assez du syndrome de la bonne élève. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? En fait, c'est un constat en fait qui vient de mon expérience à moi. Un jour où finalement, après quelques temps de frustration et à ne pas comprendre pourquoi les choses ne se passaient pas comme je voulais au travail, c'est-à-dire que malgré de bons résultats manifestes, une bonne volonté, une vraie détermination, je sentais bien que ça coinçait, que j'avançais pas exactement au rythme où je voulais, que les opportunités n'arrivaient pas à moi comme j'espérais. J'ai compris que en fait, c'était moi qui avais pris le problème à l'envers et que j'avais pas compris que le monde professionnel ne fonctionnait pas, c'est-à-dire que ce qui permettait d'avancer au travail ne correspondait pas exactement à ce qui m'avait permis d'avancer jusque-là, c'est-à-dire dans le monde scolaire. Et en fait, à partir de là, effectivement, il y a toute une réflexion. Et donc, sur la question du syndrome de la bonne élève, alors c'est une expression, moi, que j'emploie avec beaucoup de précaution, parce que en fait, c'est très vrai. Et si ça a donné son nom à un syndrome, c'est que ça correspond à un vrai fait, j'allais dire même social, parce que c'est tellement répandu, et puis c'est tellement identifié maintenant depuis des décennies, dans les études académiques, etc. Il y a quand même énormément de littérature là-dessus. C'est un vrai phénomène. Et pourtant, je trouve que c'est une expression qui peut être un peu valise, tu vois, que les gens emploient un tout petit peu rapidement, et qui du coup, on comprend pas toujours exactement ce qui se cache derrière. Moi, je sais que quand on m'affublait de ce terme-là, la bonne élève, ça m'agaçait, même si ça correspondait à une réalité. Plus jeune, quand tu veux dire, quand tu étais en cours et tout. Non, mais même, tu vois, même après, parce qu'en fait, il y a un côté un petit peu jugement de valeur. Tu vois, il y a un côté un petit peu, en fait, ce que je trouve que c'est un syndrome qui est très connoté. On a l'impression que quand on est un peu atteint du syndrome de la bonne élève, c'est parce qu'on est trop poli, trop gentille, trop naïve, trop polissée, en fait, pour le monde du travail. Alors qu'en réalité, c'est pas ça du tout. Il y a des gens qui ont des personnalités très affirmées,
tout à fait droit dans leurs bottes et déterminés, et qui pourtant se retrouvent aussi victimes de ce syndrome-là. Parce qu'en fait, à mon avis, le syndrome de la bonne élève, c'est pas tant le fait d'être ceci, pas assez cela sur un plan personnel, c'est de faire un contresens sur les moyens qui permettent de progresser au travail. Le ou la bonne élève, d'ailleurs. Oui, le ou la bonne élève, oui, ce que j'allais dire. Complètement. Juste pour préciser pour les auditeurs, tout ce qu'on va dire, c'est vrai que toi, tu l'as plus tourné vers la femme, mais moi, je trouve que ça s'applique aussi pour les hommes. Mais absolument. En fait, les conclusions s'appliquent à tout le monde. C'est ça. Simplement, il existe un vrai déséquilibre en défaveur des femmes. C'est-à-dire, c'est un peu comme tout. C'est qu'il y a des questions qui sont assez universelles, mais certaines catégories de la population, en l'occurrence les femmes, en sont plus victimes que d'autres. Tout à fait. Et du coup, c'est là que moi j'ai décidé de mettre l'accent pour essayer de rééquilibrer la balance dans ce sens-là. Mais c'est tout à fait vrai que en réalité ça concerne, en parlant autour de moi, on s'aperçoit que les hommes sont pas du tout exempts de ce genre de frein-là. Du coup, c'est ça en fait le syndrome du ou de la bonne élève, c'est le fait de croire qu'en calquant les moyens de la réussite scolaire au travail, et ben bon gré mal gré, ça va fonctionner parce que ça a fonctionné jusque-là. Et ben ça, c'est un contresens. Ouais, donc quand tu dis ça, c'est ce que lui ou celle qui fait ses devoirs proprement, qui s'attend à avoir une bonne note et qu'on le félicite naturellement pour son travail. Oui, en fait, sur quoi repose en fait la réussite scolaire ? La réussite scolaire, elle repose sur trois piliers. Le premier, c'est de faire ce qu'on nous demande. C'est-à-dire à partir du moment où on fait correctement ce qu'on nous demande, la mission qu'on nous donne, a priori, ça va fonctionner. Elle repose sur le fait de satisfaire sa hiérarchie, et sa hiérarchie au sens de professeur, c'est-à-dire à partir du moment où la personne qui nous donne des instructions est satisfaite, ou que ce soit l'école, le professeur, etc., ça fonctionne pour nous. Et elle est aussi dans un certain rapport à la méritocratie, parce que au travail, plus on travaille, meilleures nos notes, en gros, pour faire court. Au travail, ça fonctionne pas du tout comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, au travail, le fait de bien faire ce qu'on nous demande, c'est simplement le niveau zéro de ce qu'il faut faire pour avancer. C'est indispensable, évidemment, mais c'est loin d'être suffisant. C'est le premier étage de la fusée. Parce que au travail, eh bien, malheureusement, les opportunités ne sont pas toujours les conséquences naturelles des bons résultats. Parce qu'au travail, on n'est pas là pour poursuivre, en fait, l'intérêt de sa hiérarchie ou de son entreprise, mais le sien propre. Donc, ça veut pas dire que c'est des intérêts qui sont divergents, mais simplement, parfois, nous, notre intérêt ne se limite pas à celui de notre entreprise. Absolument, oui. Voilà. Et ensuite, la méritocratie, c'est un concept assez relatif au travail, parce que, eh bien, en général, on n'obtient pas ce qu'on mérite, mais on obtient ce qu'on demande, ce qu'on va chercher soi-même. Donc, en fait, les prémices, les hypothèses de départ du monde professionnel n'ont rien à voir avec celles du monde scolaire. Et en fait, même si on le pressent, c'est pas évident de s'en rendre compte tout de suite. C'est pour ça que je parle de contresens, c'est parce qu'en fait, on ne se rend pas compte quand on rentre sur le marché du travail qu'on met le pied dans un autre monde, où les dynamiques, les rapports de force, les règles du jeu sont différentes, fondamentalement différentes. Et donc, on continue comme ça aveuglément d'appliquer ce qu'on a toujours connu, en espérant que ça va fonctionner. Et en fait, du coup, ça nous enferme dans une attitude qui est un petit peu passive, attentiste, puisque effectivement, c'est ce que tu disais, on attend d'être récompensé, on fait ce qu'on nous demande, et puis ensuite on attend. Et en fait, c'est la meilleure manière de faire du surplace, ou en tout cas, moi, c'est ce que j'ai appelé dans le livre, d'être enfermé dans l'espèce de piège de la sourdine, c'est-à-dire de vivre sa carrière en sourdine. C'est-à-dire que peut-être qu'on sera pas totalement empêché, mais on vivra notre parcours professionnel toujours un tout en dessous de ce qu'elle pourrait ou devrait être. Ouais, complètement. Là, c'est la recette pour nourrir une frustration grandissante d'année en année, et qui peut devenir dans certains cas un vrai poison et gâcher un parcours professionnel sur la durée. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose de très important, et d'autant plus important que moi personnellement j'ai constaté que l'écart se creusait très 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 vite dans un parcours. Donc c'est pour ça que c'est important d'en prendre conscience vite, quoi. Et tout ça, tu l'as conceptualisé autour de 10 règles, dont on va parler un peu. J'aimerais bien creuser certaines d'entre elles. Moi, j'aimerais bien cumuler la règle 2 et la règle 6. La règle 2, c'est l'entreprise a la mémoire courte. Et la règle 6, de loin, on ne voit que des cathédrales. Est-ce que tu peux m'expliquer brièvement ces deux règles ? Alors, la première, l'entreprise a la mémoire courte. En fait, simplement, c'est l'idée de dire que personne mieux que nous ne se souvient de ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleur avocat de notre travail que nous-mêmes. En fait, on a parfois tendance, une fois de plus, sans doute, c'est un réflexe hérité du monde scolaire, à croire que notre manager, nos chefs, sont là pour nous évaluer et pour nous aider à progresser. Pas du tout, du tout.
Un manager, il est évidemment, ça fait partie de son travail de pousser ses équipes vers le haut. Dans un monde idéal, c'est très important, mais ça ne se résume pas à ça. C'est-à-dire qu'un manager, il a les mêmes problèmes que nous à l'échelle du dessus. C'est-à-dire que lui, il a en plus de nous son propre agenda, sa propre hiérarchie, des pressions dont souvent on ignore tout, etc. Et en fait, partir du principe que parce que les choses sont faites et bien faites au cours de l'année, c'est quand même long une année, il se passe beaucoup de choses, et bien naturellement, forcément au moment où il faudra, notre manager va s'en souvenir et nous donner la récompense adéquate à nos efforts, à nos résultats, etc. Encore une fois, ça ne se passe pas comme ça pour deux raisons. La première, c'est que une fois de plus, l'entreprise a la mémoire courte. Moi, j'ai l'impression qu'au-delà de 2-3 mois, à part nous, personne se souvient tellement de ce qu'on a fait. Je suis d'accord. Pour nous, c'est très présent à notre esprit, évidemment. C'est évident, puisque c'est notre bilan. Oui, on se souvient très bien des heures passées, etc. On s'en souvient parfaitement, exactement. On est sûr. Et du coup, on déduit que tout le monde autour de nous est tout aussi sûr et au fait de ce qu'on a fait. Mais pas du tout. D'ailleurs, il suffit de regarder ce que font vos collègues ou les gens autour de vous. Il y a 2-3 mois, est-ce que vous avez une idée très claire de leur bilan? Pas vraiment. À mon avis, voilà. Donc, les gens autour de nous ne se souviennent pas. Et donc, en fait, l'idée derrière cette règle-là, c'est de dire, mais si vous voulez obtenir quelque chose, une promotion par exemple, simplement d'être staffé sur je ne sais quoi, un dossier, un client qui vous intéresse ou une augmentation, enfin toutes sortes de choses, il faut s'assurer de rester dans le paysage mental des personnes qui décident tout le temps. Ouais. Et ça se fait pas une fois par an au moment de la négociation, ça se fait de manière continue sur l'année avec effectivement une espèce d'effort peut-être un peu plus prononcé 2-3 mois avant une échéance importante. Je suis complètement en phase avec ce que tu dis. Mais tu vois, je me dis qu'il y a aussi des personnes plus enclines à le faire. Des personnes qui ont une personnalité plus extravertie, qui ont plus de facilité, en tout cas, à s'adresser aux gens, etc. Ouais. Mais si on a une personnalité plus introvertie, plus réservée, et qu'on se dit, oh là là, je veux pas faire du show-off, j'aime pas la politique, etc., qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ouais, ça c'est une super bonne question et en fait c'est une idée un peu préconçue que je m'attache à déconstruire dans le livre parce que ça, moi, s'il y a une conviction que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de compétences innées. Il n'y a rien d'inné au travail. Alors oui, on peut dire, effectivement, certaines personnes sont naturellement plus douées en négociation, plus sociables, plus à l'aise avec ceci, cela. Peut-être. Mais ça ne veut pas dire que toutes les autres sont privées, du coup, de la possibilité, elles aussi, de faire valoir leur travail, ce qu'elles veulent, etc. Et en fait, ce qui est hyper important pour moi, d'abord, c'est de considérer ces leviers. Parce que, en fait, montrer ce qu'on fait, etc., c'est des vrais leviers de progression. Ah oui, tout à fait. Donc, si on se prive de ces leviers-là, on se prive en fait d'une possibilité d'avancer qui est énorme. Donc c'est vraiment une espèce de frein qu'on s'auto-impose et qui est vraiment regrettable. Quel conseil tu donnerais du coup à ces personnes, tu vois, qui se disent, parce que souvent c'est elles-mêmes qui se disent, ah mais moi j'aime pas faire du show-off. Tout à fait. Lui il se la raconte. Quel conseil tu peux donner à ces personnes-là? Ouais, tout à fait. En fait, la meilleure manière de se réapproprier ces notions-là, par exemple, le show-off, c'est un peu des expressions toutes faites, mais l'idée de faire campagne, de devoir mettre un petit peu un coup d'accélérateur quand on veut obtenir quelque chose, eh bien, en fait, ça passe par des toutes petites choses. La vraie méthode, en fait, à mon avis, le vrai contresens, il vient du fait que les gens restent en surface. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise des grands mots, du genre show-off, autopromotion, visibilité, sans vraiment jamais rentrer dans le détail de ce que ça veut dire. Puis la politique, le mot faire de la politique, c'est pas mon délire. Voilà, faire de la politique, voilà, exactement. Ça, c'est des grands mots un peu épouvantails qui effraient les gens. Et quand on reste dans ce niveau d'abstraction, forcément, ça fait fuir. Donc moi, ce que j'essaye de faire, tant avec le podcast qu'avec le livre, c'est de dédiaboliser ces mots-là en les décortiquant et en essayant de comprendre exactement ce qui se cache derrière au quotidien. Ouais, de mettre des mots dessus, quoi. Ouais, on change d'échelle. Au lieu de rester en surface, on rentre dans le détail, dans le quotidien. C'est-à-dire qu'au jour le jour, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, quand on regarde ça avec cette échelle-là, en zoomant, on s'aperçoit que ça n'a rien de si impressionnant que ça et que tout le monde peut y arriver. Exemple, quand on parle de rendre visible son travail, par exemple, ou l'entreprise à la mémoire courte, vous avez une échéance à, je sais pas, dans 2 mois, il y a la grosse négociation. Vous êtes dans une entreprise où vous pouvez négocier votre salaire qu'une seule fois par an, une grosse boîte, vous avez fixé la date de votre conversation avec votre chef, vous voyez l'échéance arriver. Parfait. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour rester dans son paysage mental? Il s'agit pas d'aller voir son chef en lui montrant tous les jours à quel point vous êtes extraordinaire, en lui montrant des résultats parfaits, ou en dépression les autres, encore moins. Bien sûr. Ou en étant, en faisant une espèce de numéro de claquette tous les jours, de démonstration fabuleuse de tous vos talents. C'est pas ça du tout. C'est des tout petits pas quotidiens. Par exemple, poser des questions, faire remonter des informations,
faire part de vos doutes, rendre compte de ce que vous faites. C'est-à-dire passer une tête dans le bureau et dire, bah voilà, sur tel dossier, voilà où j'en suis, qu'est-ce que t'en penses? Sur tel dossier, je rencontre telle difficulté, est-ce que tu crois que je devrais aller parler à cette personne, C'est-à-dire, en fait, tout simplement, se remettre dans une dynamique où, en fait, on rend compte régulièrement de là où on en est. Mais pourquoi faire? Pas pour obtenir une tape derrière l'épaule ou être consolé ou je ne sais quoi. Simplement pour être sûr d'appartenir au paysage mental de son chef à ce moment-là. Et je dirais même, en fait, c'est à ce moment-là, peut-être parce qu'il faut mettre un coup d'accélérateur à ce moment-là, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir faire tout au long de l'année, parce qu'en fait, ça fait partie intégrante du travail. C'est pas un bonus de faire ça. Ouais, ça fait partie du travail, en fait. Et c'est, encore une fois, une compétence. Et en fait, y a des gens qui, effectivement, pensent que c'est pas fait pour eux, mais parce que, en fait, quand on décortique la question de cette manière-là, quand on zoome, en fait, dans le quotidien, parce que moi, ce qui m'a vachement frappé au travail, c'est de m'apercevoir que l'immense complexité d'une carrière professionnelle, c'était dans le détail que ça se jouait. C'est pas dans les grandes masses, c'est les toutes petites choses du quotidien. C'est telle personne qui va te couper la parole en réunion et toi ça va te ronger pendant une semaine alors que tout le monde aura oublié. C'est une réunion avec un client où t'as un collègue qui va un peu s'approprier ton travail l'air de rien par une petite tournure de phrase. C'est pas grand chose, mais ça va quand même déséquilibrer la conversation. C'est une négociation où, enfin tu vois, c'est des micro moments, mais qui donc isolément seraient inoffensifs, mais qui en s'accumulant creusent l'écart. Avec les hommes, souvent, oui. Pour faire court. Mais creuse l'écart quand même. C'est-à-dire que nous, on accumule de la frustration, de la perte de confiance en soi, etc. Puis c'est un cercle vicieux qui s'enclenche très rapidement. Et en fait, le meilleur antidote à ça, c'est ce que moi j'ai appelé les micro-actions. Et par exemple, là, sur la visibilité, je viens d'en donner quelques-unes, mais c'est en fait de comprendre que pour défaire ce cercle vicieux-là, il suffit finalement de pas grand-chose. Il suffit de tout petits pas au quotidien, à la même échelle, pour en fait renverser ce sentiment que notre carrière nous échappe. Pour revenir à ta question, effectivement, moi je crois pas du tout au déterminisme des compétences. Il n'y a pas des personnes qui sont naturellement faites pour réussir et d'autres non. Il y a des personnes, effectivement, qui sont plus heureuses que d'autres en entreprise, ça c'est clair, mais je pense qu'il y a quand même énormément de gens qui ont de quoi s'épanouir en entreprise et qui, parce qu'ils ne savent pas exactement comment s'y prendre, en fait, passent un peu à côté ou se sentent frustrés alors que le job qu'ils font les intéresse. Et ça, moi, c'est vraiment ce que j'essaie d'éviter. Et en fait, j'essaie vraiment de démontrer que tous ces grands mots, visibilité, politique, sont accessibles à tous. Ça, moi, c'est une conviction que j'ai. Je suis complètement en phase avec ce que tu dis. Et tu vois, il y a des personnes qui balayent tout, qui se disent, en fait, l'entreprise n'est pas faite pour moi, etc. Et se disent, je suis en crise de sens, entre guillemets. Alors qu'en réalité, non. Parce que si tu aimes ton job, bah, justement, essayer de zoomer les parties où ça va pas pour comprendre si tu as un levier dessus ou pas. Exactement. Et en général, quand tu prends le problème comme ça, quand tu zoomes et quand tu te mets toi, encore une fois, quand tu arrives à t'extraire de la posture de l'élève, on y revient, c'est-à-dire... Oui, de victime. De victime et puis surtout de passivité, en fait. C'est ça. Quand tu arrives à comprendre qu'en fait, c'est à ton initiative que les choses vont s'enclencher, c'est-à-dire qu'en fait, ta réussite, c'est vraiment ta responsabilité, d'abord, mais qu'en plus, il existe une espèce de zone d'initiative qui t'appartient et que bien souvent, on n'explore pas assez. Le jour où tu comprends ça, en fait, déjà, ton rapport au travail change complètement. Non, je suis complètement en phase avec ce que tu dis. C'est vraiment cette notion de responsabilité, moi, que je répète beaucoup dans ce podcast, qui est très importante. J'aimerais que tu m'explicites un peu plus la règle 6 qui s'appelle « De loin, on ne voit que les cathédrales ». Oui, la règle 6, donc qui s'intitule « De loin, on ne voit que les cathédrales ». Alors, elle est drôle, cette règle. Je la trouve géniale, celle-là. Bah, les gens se la sont appropriées d'une manière, c'est incroyable, parce qu'après, j'ai reçu des messages qui me disaient « Mais c'est bon, moi aussi, j'ai identifié mes cathédrales et tout ». Enfin, c'est une expression qui est rentrée dans le langage courant, ça m'a vraiment amusé. En fait, l'idée derrière ça, c'est d'être visible et de dédier son énergie et son temps, dans la mesure du possible, à ce qui vous sert, et c'est-à-dire aux projets les plus stratégiques possibles pour le business, qui sont en général ceux qui ont le plus de visibilité, qui sont en plus en général les plus intéressants, et qui vont être les leviers les plus puissants pour vous faire remarquer et avancer. Et en fait, ce que je dis dans cette règle-là, c'est que c'est très facile au quotidien, au travail, de se laisser happer par les tâches routinières, en fait, très chronophages. Bien sûr. Mais qui, malheureusement, en termes de visibilité, de rencontres et même d'acquisition de nouvelles compétences, n'apportent pas grand-chose. Alors qu'en fait, les cathédrales, qui sont ces dossiers, ces projets, ces opérations en fonction du secteur dans lequel vous travaillez, intéressants et stratégiques pour le business, et ben ceux-là, en général, c'est ceux sur lesquels on déploie des compétences nouvelles, on rencontre des personnalités nouvelles, et puis on gagne des opportunités de se faire remarquer
par telle ou telle personne, ou en tout cas de gagner en visibilité auprès de tout un tas de gens hiérarchiques ou d'autres équipes, etc. Et là, c'est la même histoire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se dire mais ça c'est pas vraiment pour moi, en fait, je sais pas faire, aller demander la visibilité, je sais pas comment l'acquérir, etc. Et ben là, c'est exactement pareil. C'est toujours une question d'échelle. C'est en fait regarder autour de soi, se dire bon, la fonction que j'occupe, en fait, c'est ne jamais perdre de vue que quand on occupe une fonction, elle doit nous mener quelque part. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'occupe pas un poste pour la beauté du geste, pour faire plaisir à quelqu'un. Évidemment, il y a le salaire qui compte énormément, mais ça n'est pas une raison suffisante. C'est-à-dire que ça n'est pas une destination, un poste. C'est un point de transition. Ouais, c'est un tremplin. Exactement. Ça doit mener à l'étape d'après. Et donc, il y a divers moyens d'arriver à cette étape d'après, mais un des moyens les plus importants, à mon avis, c'est aussi de faire quelque chose qui nous intéresse. Aussi simple que ça. Alors, c'est très difficile. Personne n'a, surtout dans une entreprise, un poste sur mesure, où on ne fait que des choses qui nous intéressent. Ça, c'est clair, il faut toujours arbitrer. Il y a toujours une partie des tâches qui nous ennuient, qui nous emmerdent. On n'a pas le choix, etc. Mais arriver à répartir son énergie et son temps intelligemment en faisant les tâches les plus rébarbatives le plus rapidement possible pour dédier un maximum de son énergie aux fameuses cathédrales, c'est-à-dire aux projets qui vraiment vont nous motiver et nous permettre de... qui ont de la valeur ajoutée, ont de la valeur ajoutée, exactement, à la fois pour nous et pour les autres, et pour la boîte. Ça, c'est vraiment un enjeu fondamental. Et en fait, donc, regarder autour de soi et se dire, bon, quels sont ces projets-là ? Sur quoi je pourrais me greffer, et qui sont pas d'ailleurs forcément exactement dans notre fiche de poste à la base. Ça peut être des choses qui nous forcent à faire un petit pas de côté, mais qui nous attirent pour une raison X ou Y. Et là, on en revient à la question de l'initiative, de l'importance fondamentale de s'extraire d'une position passive, en attendant que les choses nous arrivent pour aller les chercher nous-mêmes, parce que bien souvent, et moi j'ai plein d'exemples autour de moi, de managers qui sont ravis d'avoir dans leur équipe des gens qui leur disent « j'aimerais faire ça ». Bien sûr. J'aimerais participer à tel projet. Parce que je sais pas si toi, tu étais à un moment en position de manager ou les gens qui nous écoutent, je suis sûre que beaucoup seront d'accord. Moi, je sais que j'ai réalisé quand je suis passée manager que, en fait, mais c'est un bonheur d'avoir des gens qui expriment leur désir. Parce qu'en fait, ça prend un temps fou de déjà devoir manager des gens en fonction de leur personnalité, leurs aspirations, mais en plus, s'ils communiquent pas ce qu'ils veulent, mais c'est un casse-tête. Et en fait, les managers ne sont pas là pour deviner dans nos pensées, être omniscients et nous dire elle vraiment ce qui vraiment la rendrait hyper épanouie dans la vie, ce serait de faire ça. Donc en fait, c'est vraiment à nous de faire cet effort de communiquer. Alors je sais qu'il y a des cas, il y a des managers qui sont plus compliqués que d'autres, etc. C'est pas toujours si simple, mais dans la grande majorité des cas quand même. Mais c'est notre responsabilité quand même. Enfin, je trouve que c'est ça. Oui, c'est ça. Enfin, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu vois, moi par exemple, j'étais manager de zone pendant 2 ans. Ouais. C'était génial. Et il y a un moment, il y a eu un projet sur l'Éthiopie. Ouais. Donc moi naturellement, l'Éthiopie c'est un pays que j'adore, que je connais. Enfin, je suis partie dire que j'ai envie de faire l'Éthiopie. Et du coup, je l'ai eu. Ah bah voilà. Et en fait, ce que je dis à chaque fois, c'est que c'est à nous de créer notre poste. Voilà, c'est un exemple magnifique. C'est exactement ça. Et j'insiste beaucoup sur le mindset, notamment dans le bouquin, parce qu'en fait, c'est pas si simple d'arriver à enclencher ce mécanisme de décision. Je suis d'accord. Tu vois, en fait, c'est pas si simple de s'extraire de la posture où en fait t'es à un endroit et puis en fait tu prends ce qu'on te tend, ce qui déjà est beaucoup parce en termes de charge de travail, souvent tout le monde est déjà au taquet. Donc en fait, arriver à prendre le recul de se dire attends, là j'occupe telle fonction, je suis à tel endroit dans cette entreprise, etc. Mais si je regarde un tout petit peu au-delà de mon environnement immédiat, qu'est-ce qui se passe et est-ce qu'il y a des choses qui me... Et en fait, arriver à enclencher ce mindset-là et ensuite à lui donner corps et vie en se levant de sa chaise, allons voir son chef, prenons rendez-vous éventuellement, etc. C'est toute une mécanique, en fait, qui est pas si facile que ça à enclencher. Mais une fois qu'on est rentré dedans, il y a plus de retour en arrière. C'est ça. Toi, je suis sûre que le jour où t'as fait ça, mais en fait, il y a tout un tas en fait, ton rapport au travail n'est plus du tout le même le jour où tu te mets dans cette posture-là. Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais après, le truc, c'est qu'aussi, enfin, justement, c'est une question de mindset, et c'est vrai. Et je trouve qu'aussi, l'entreprise ne l'apprend pas vraiment aux gens. Ouais. Tu vois, moi, vraiment, j'ai eu de la chance, et encore une fois, je le redis, j'ai eu de la chance d'avoir mes 2 premières managers, qui étaient vraiment top sur ça. C'est clair. Et qui m'ont appris ces règles-là dès le départ. Oui, il y a un côté, c'est sûr qu'il y a un côté, personne te prend par la main. Et qu'en fait, si toi-même, tu vas pas chercher les ressources, tu comprends pas, t'arrives pas à décrypter ton environnement ou comment les choses fonctionnent, les dynamiques, oui, c'est un système qui peut vraiment... En fait, c'est un système qui va pas forcément t'écraser, bien que dans beaucoup de cas ce soit le cas, mais qui va te laisser sur le côté. Ça, c'est clair. C'est ça. Et en fait, moi, il y a un grand sujet, surtout en ce moment, qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment toute la dimension infantilisante du monde professionnel. Et moi, je crois qu'on est à un moment où si les entreprises traditionnelles veulent survivre et ne pas dégoûter tous les nouveaux potentiels qu'elles peuvent attirer,
il va falloir qu'elles comprennent que il faut traiter les gens en adultes. C'est-à-dire en fait, on en revient au syndrome de l'élève, c'est-à-dire mais ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire qu'en fait, s'affranchir du syndrome de l'élève, c'est autant la responsabilité des salariés eux-mêmes, de se mettre dans cette posture de faire valoir ce qu'ils veulent, de demander, d'être vraiment moteur en fait de leur carrière, mais de l'autre côté, par exemple, tu vois tout ce qu'on voit en ce moment avec, je sais pas, le télétravail, le grand sujet à la mode. Ah oui. Et ben, ce qui est fantastique dans le télétravail, c'est que tout à coup, tous les employés, même les plus introvertis, les moins sûrs, etc., se retrouvent à dire, moi, mon emploi du temps, c'est ça. Pendant le Covid, tout à coup, il y avait une excuse pour dire, moi, de telle heure à telle heure, je dois faire l'école avec mes enfants, donc je suis pas disponible, en fait, pour le call. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tout à coup, en fait, l'entreprise doit prendre en compte les autres dimensions de la vie de ses salariés qui ne sont pas que la dimension professionnelle. Et ça, déjà, je trouve que ça change le rapport de force. Parce que quand tu donnes cette flexibilité-là, alors, je dis pas le télétravail, c'est pas la panacée, il y a surtout pour les femmes, il y a beaucoup de défauts. Mais il y a aussi une opportunité de prendre un peu d'autonomie, d'indépendance par rapport à un poste et de se désinfantiliser, et de la part des entreprises d'arrêter de considérer le FaceTime par exemple dans une entreprise, c'est un fléau. Le fait de te sentir obligé de rester jusqu'à pas d'heure pour montrer tes compétences, c'est une absurdité. Ouais. Mais c'est présent dans tellement de cultures de boîte. Et en fait, ce qui est en train de se passer avec l'espèce d'explosion des lieux de travail, etc., le fait que les gens vont travailler à plein d'endroits différents autres que leur entreprise, eh bien ça permet de faire voler en éclats ces modèles hyper verticaux et hyper de flicage un peu des employés, qui sont à mon avis très infantilisants. Et donc ça marche dans les deux sens en fait, à mon avis. Je comprends parfaitement ce que tu dis et c'est la responsabilité des deux. Ça, c'est vraiment... oui. Et enfin, moi, ce qui m'a attiré dans ce que tu fais, c'est vraiment tu redonnes la responsabilité aux salariés, parce que parfois aussi, on a quand même ce discours de victime, oh là là, ma boîte, etc. Oui. Mais aussi, les employeurs ont cette vision, en tout cas sur la nouvelle génération, quoi. En fait, c'est un autre mindset. Donc, faut comprendre ce mindset-là. Complètement. Et je vais passer à une règle que je trouve aussi super intéressante, parce que ton message, il s'adresse quand même principalement aux femmes, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi à tout le monde, parce que tu sais, moi je suis une femme et je suis noire, hein, faut le dire. Il y a aussi un autre sujet là-dessus. Mm-hmm. La règle 3, je la trouve vraiment top. C'est là où tu dis que réagir est un droit et un devoir. Mm-hmm. Est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails sur cette règle? Cette règle, elle est vraiment importante et c'est la plus délicate. Oui. Parce qu'en fait, elle touche à un sujet qui est très compliqué et difficile à aborder sans rentrer dans le cas par cas. Et pourtant, le principe des règles du jeu, c'est d'arriver à parler à tout le monde à un niveau quand même suffisamment proche d'eux pour que tout le monde puisse se les approprier. Mais évidemment, tu peux pas faire du cas par cas dans un podcast. Réagir est un droit et un devoir. Cette règle-là, donc en fait, elle parle des moments où encore une fois, dans le détail du quotidien, on peut faire face à des attitudes, à des réflexions, à des remarques désobligeantes, sans aller vers les cas les plus graves, mais des micro-agressions liées bien souvent, donc moi je parlais de ce que je connaissais, c'est-à-dire du fait d'être une femme, qui font qu'on se sent déprécié ou même carrément insulté, enfin, ça dépend des cas. Et en fait, l'idée derrière cette règle, c'est de dire, dans ces cas-là, il n'y a pas de bonne réaction. Moi, on me demande souvent, mais comment on répond à ça? Mais je ne sais pas comment on répond à ça. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut répondre. Oui. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut réagir. Et en fait, je m'attache à à dire quelque chose que je trouvais hyper important dans cette règle-là, c'est de dire, encore une fois, la réponse en tant que telle n'a aucune importance. Ça peut être nul. Parfois, on se bride, on s'empêche de répondre parce qu'on s'impose en fait une réponse sublime, superbe. On a envie de moucher la personne en face, de refaire toute son éducation, et puis de gagner son respect une fois pour toutes. Et puis, si on pouvait gagner aussi le respect de toutes les personnes présentes, et puis comme ça serait réglé un peu comme dans un film, quoi. Mmh. Sauf que non, dans la réalité, ça se passe pas comme ça. En général, on manque d'à-propos, on sait pas quoi répondre, on est un peu sidéré aussi, sur le moment, par la réflexion qu'on s'est prise, on s'y attendait pas. Donc, comme c'est une agression, parfois même toute petite, il y a toujours un petit moment de sidération. Et en fait, le problème, c'est que si on réagit pas, on emmagasine, nous, la frustration et la violence de cette agressivité, alors que la personne en face pas du tout, parfois même ne s'est même pas rendu compte de ce qu'elle a dit. C'est ça. On l'emporte chez nous, on ressasse, on repasse le film, et en fait, c'est une énergie négative qu'on emmagasine et qu'on traîne ensuite sur très longtemps, et qui en plus vient s'additionner à toutes les autres formes de microagressions éventuelles qu'on peut rencontrer. Et en fait, moi, ce que je dis dans cette règle-là, c'est de dire, mais il suffit de réagir. Et réagir, c'est à voix haute. Ça peut être vraiment, mais nul. Ça peut être juste vraiment un son, juste pour émettre le fait qu'on est en désapprobation avec ce que la personne en face est en train de dire. Mais simplement pour ne pas emmagasiner. En fait, c'est pas tant pour l'autre qu'on le fait, c'est vraiment pour soi. Et quand je dis réagir est un droit et un devoir, vis-à-vis de soi, hein.
Bien sûr, c'est un devoir vis-à-vis de personne. Bien sûr. C'est pour soi-même qu'on fait ça, toujours. C'est pour soi-même, ouais. Tu vois, quand je reprends l'exemple de tout à l'heure où je te disais que je me suis positionnée, entre guillemets, tu vois, tu te positionnes pour le poste en Éthiopie. Quand je l'ai eu, il y a des personnes qui sont, j'en ai quand même pas mal, hein, qui sont venues me dire, mais pourquoi c'est toi? Et j'étais en mode, je disais, parce que, j'ai demandé, 2, je pense que je suis compétente pour le faire, en fait. Ok, je suis jeune, mais je peux le faire, en fait. J'ai demandé, voilà. Et en fait, sur le coup, c'est vrai que ça te... C'est clair. Tu vois, j'ai répondu. Mais après, je suis quand même allée voir ma boss en lui disant, est-ce que vraiment je suis légitime? Elle me dit, mais arrête de penser à ça. T'es légitime, tu vas le faire. Il suffit juste de faire un premier pas et ça va s'enclencher. Effectivement, ça s'est passé comme ça. Ouais. Mais t'as ce truc de, ça peut être pour des femmes, ça peut être pour des gays, ça peut être pour des noirs, ça peut être pour n'importe qui, tu vois. Parce que cette charge mentale, charge mentale, ou je sais pas si j'aime pas trop le terme charge mentale, mais en fait, t'emportes quelque chose chez toi, effectivement, comme tu le dis, et tu te le ressasses, tu le ressasses, puis à un moment, ça explose, quoi. Ouais, mais t'as tout à fait raison. En fait, c'est valable pour tous les facteurs de minorité. C'est ça. Donc, ça peut être... être une femme, c'est toujours compliqué de parler de minorité quand on parle de ça, mais c'est quand même une minorité au travail, souvent. Le fait d'être noir, le fait d'être gay, etc., c'est des facteurs de minorité qui peuvent devenir des points de vulnérabilité au travail. C'est clair. Absolument. Du coup, c'est vrai que il faut apprendre à quelque part se défendre contre ça parce que le monde du travail peut être très agressif, très violent. Oui. Et en plus, t'as raison, à ça s'ajoutent en plus des freins un peu intériorisés qui en général viennent de très très loin et qui font que nous-mêmes ensuite, à un moment, on utilise ces points de vulnérabilité contre nous et comme des raisons légitimes de douter finalement de notre compétence, de notre potentiel. Tu vois? Ouais. Et en fait, moi, par exemple, le syndrome de l'imposteur, etc., je pense que c'est des choses dont on n'est jamais totalement délivré. Moi, je pense pas du tout qu'il y a un coup de baguette magique ou finalement, moi, par exemple, j'en suis toujours victime. Je pense que c'est quelque chose qui nous quittera jamais vraiment. C'est un truc qui reste parce que c'est un truc très enraciné. Mais en revanche, il n'y a pas de fatalité parce que il y a un antidote. Et l'antidote, c'est vraiment l'action. C'est l'action. Ouais, je suis complètement en phase, ouais. C'est l'action. Et toi, par exemple, ce que tu as fait d'aller demander à partir en Éthiopie, etc., ou être responsable d'Éthiopie, c'est ça l'antidote. Et au final, peut-être que toi, t'étais habité, on est plein de contradictions, de doutes. Toi, t'étais sans doute habité de tous ces doutes, de toutes ces contradictions, t'avais envie d'y aller, mais en même temps ceci, les gens te disent cela, etc. Mais au final, t'es resté dans l'action, dans le mouvement. T'as eu la chance, en plus, d'avoir des managers qui t'ont poussé dans ce sens. Et puis tu l'as fait. Et je suis sûre que tu l'as super bien fait. Et donc, au final, la seule manière de lutter vraiment contre ces fameux syndromes divers et variés, c'est l'action. Ouais. Il y a une chose aussi que tu as dite qui est importante, c'est que le fait de savoir choisir ses combats. Parfois, tu as des personnes méchantes, tu vois, ça c'est vrai. Ouais. Mais parfois, ces gens, ils disent des choses sans même s'en rendre compte. C'est pire parce qu'ils s'en rendent même pas compte et t'es là en mode, ok, je vais pas refaire ton éducation, comme tu le dis. Ouais. Et en fait, il faut choisir ses combats. C'est pour ça qu'il faut le rejeter, parce que ces gens-là, ils vont même pas s'excuser parce qu'ils s'en rendent même pas compte de ce qu'ils ont dit. C'est ça. C'est pour ça qu'en fait, il faut arriver à quelque part à sortir l'autre de l'équation et à se concentrer sur ce que ça provoque chez nous. Parce que par exemple, moi, je sais que je me suis retrouvée plein de fois en présence de personnes qui faisaient des blagues des blagues misogynes. Ouais. Et la vérité, c'est qu'il y a certaines blagues qui m'offensaient mais profondément et d'autres beaucoup moins. Oui. Pour plein de raisons, parce que t'es dans une journée où t'es occupé, ou parce que t'es dans un mood, ou parce que la blague en elle-même est peut-être moins grave, parce que ça veut pas dire que les blagues misogynes sont des bonnes blagues, mais je veux dire par là qu'en fait, t'as pas de devoir, parce que t'es une femme, ou parce que t'es une noire, ou parce que machin, de te transformer en porte-drapeau de toute la cause, parce qu'en fait ça c'est un fardeau qui est extrêmement lourd à porter aussi. C'est trop lourd. Voilà. Et du coup, en fait, il faut toujours rester très connecté à soi et à se dire, attends, là, je me sens agressée. Donc là, il faut que je réagisse. Mais si à un autre moment, tu te sens pas agressé, t'as le droit de laisser filer. Parce qu'en fait, c'est ça, il faut choisir ses batailles. Sinon, tu t'épuises. Tu t'épuises complètement. On n'a pas assez d'énergie. C'est ça. Dernière règle. Pour moi, c'est celle qui clôt. Enfin, c'est ta 10e règle. Ouais. Takes two to tango. Je discute avec certaines personnes qui me disent, moi, j'ai tout donné. Tu vois, je suis vraiment à bout. Ouais. Je suis à bout de mes efforts. Et toi, dans la règle 10, tu parles des critères qui nous permettent de savoir qu'on est à bout. Ouais. Est-ce que tu peux les rappeler, s'il te plaît? En fait, pour rembobiner un tout petit peu, comme tu disais tout à l'heure, le but, vraiment toute la philosophie derrière les règles du jeu, c'est de donner les moyens aux femmes, aux gens en général, mais aux femmes en particulier, de reprendre la main sur leur parcours et de pas subir leur vie professionnelle. Le problème de cet empowerment, moi j'aime beaucoup ce mot, il y a des gens qui détestent ce mot, mais je le trouve très parlant, mais le problème de ça, c'est que ça peut aussi avoir un effet pervers qui est de mettre en situation d'échec. Parce qu'on se dit, mais attends, maintenant que j'ai tous les moyens, elle me donne toutes les clés, là, toutes les règles pour réussir, finalement, si j'y arrive pas, c'est que c'est de ma faute, c'est moi le problème, en fait. Eh ben non, pas du tout. Parce qu'évidemment, c'est pas un jeu où seules les femmes, avec leurs petits bras, vont pouvoir régler la question de l'égalité au travail toutes seules. Si en face, il n'y a pas une volonté
manifeste du top management de l'entreprise, des managers aux différents échelons, une volonté vraiment politique dans l'entreprise de faire progresser ça pourra pas fonctionner non plus. Mais je pense quand même qu'il y a encore du travail à faire pour qu'on arrive toutes à maximiser nos chances. Donc en fait, moi, c'est là-dessus que j'ai voulu axer mes efforts. Donc dans la règle Takes Two to Tango, l'idée c'est quoi? C'est dire mais en fait, on est deux dans cette danse-là. Et nous, on a beau en fait déployer tous nos efforts pour faire avancer et pour en fait donner notre meilleur et aller vers notre prochain meilleur pas, si en face il y a vraiment de la mauvaise volonté, ça pourra pas marcher. Et du coup, l'idée c'est de se dire au final, même si ça marche pas, c'est pas grave. Parce qu'en fait, il nous reste une initiative qui est de prendre la porte. Parce qu'en fait, le principal, c'est quand même de pas y laisser sa santé au travail. Oui, exactement, très important. Donc ça, c'est très important. Et du coup, pour répondre à ta question, en gros, si tu dois faire un background check en te disant, attends, est-ce que finalement je suis toujours au bon endroit ou là vraiment ça me sert plus à rien d'être là? En gros, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de dire mais en fait un poste, ça doit te mener quelque part. Et pour savoir si le poste que tu occupes te mène quelque part, en gros, il doit t'apporter 3 trucs: des perspectives d'évolution, une possibilité de progresser financièrement, donc une progression salariale, et de la visibilité. Si t'as ces critères-là, tu sais qu'il y a quand même encore quelque chose à tirer de ce poste. Si tu sens que t'es au taquet sur ces critères-là, il faut changer. Si t'as pas de perspective d'évolution parce que t'es dans un corner, parce qu'on t'a mis dans un placard, parce que machin, c'est pas bon. Si tu sens, ça fait plusieurs fois que t'essaies de négocier, t'es bloqué, il y a quelqu'un en face de toi qui met de la mauvaise volonté ou peu importe la raison, pareil. Un poste, c'est de la matière grise, c'est ton temps, c'est ton énergie. Il faut qu'il y ait une évolution, et une évolution régulière, sinon ça n'a pas de sens. La visibilité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la visibilité, c'est un des nerfs de la guerre. Ça sert à rien, ça dépend des boulots, mais en général, les opportunités arrivent par les autres. Elles se manifestent, enfin, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit, il faut que quelqu'un ait décidé, voilà. Donc si on n'a pas de visibilité, comment avancer sans visibilité? Et évidemment, les compétences, c'est aussi absolument fondamental, parce qu'on fait d'abord un travail pour s'épanouir intellectuellement, quoi. Quand on a de la chance. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Je suis complètement en phase. Et c'est ça, c'est vraiment ce truc de si l'entreprise ne comprend pas, si elle n'est pas audible, il y a un moment, il faut se dire, bon, j'ai tout donné, maintenant, bye, à bientôt, quoi. Exactement. Donc, très clair. Là, Clara, j'aimerais juste revenir sur toi. Merci beaucoup de toutes ces précisions parce que je trouvais ça hyper intéressant et je trouve ça c'est un sujet passionnant, je trouve. J'aime bien demander à mes invités un peu savoir en fait comment ils ont fait pour en arriver là, pour faire par exemple toi pour faire ce que tu fais. Est-ce que tu peux me dire quand tu étais petite de quoi tu rêvais de devenir? Alors, quand j'étais petite, les souvenirs que j'ai, c'était de devenir pilote d'avion ou espion. Dis-moi en plus. L'aventure en général, je crois. D'accord. J'avais ces deux métiers qui m'ont traversé l'esprit à un moment, ouais. Et je sais que tu as fait tes études à Sciences Po et puis à l'ESSEC. Pourquoi ces choix-là? Parce que Sciences Po et ESSEC, déjà, j'aimerais bien comprendre pourquoi tu es passé de Sciences Po à une école de commerce. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a motivé au départ pour faire Sciences Po et ce qui t'a dirigé aussi vers l'ESSEC? En fait, alors moi je fais partie de ces gens qui n'avaient pas de vocation particulière au lycée. Enfin, j'avais pas d'idée précise, quoi. On était beaucoup. Oui, je pense qu'on a un certain nombre dans ce cas-là. Et du coup, Sciences Po, c'était très attrayant parce que c'était une école généraliste. Ce qui, en fait, je l'ai découvert par la suite, n'est pas forcément une bonne chose d'être trop généraliste. Ça prépare pas forcément à la vraie vie, quoi. Et ça sert, mais à un moment, il faut se spécialiser, quoi. Voilà. Mais en tout cas, intellectuellement, ça m'attirait. Il y avait plein de matières qui m'attiraient. Et puis, c'était pas du tout un choix par défaut, hein. Mais c'est vrai que j'ai poursuivi le généralisme français. Voilà. Sciences Po, c'était une voie qui m'attirait pour ça aussi. Ensuite, à Sciences Po, j'ai toujours aimé tout ce qui était relations internationales. Donc, pendant assez longtemps, je me destinais plutôt à la diplomatie. Ouais. Et puis, en fait, en cours de route, je me suis rendu compte que j'étais pas forcément faite pour la fonction publique. Donc, j'ai changé de braquet et c'est ce qui m'a amené à faire une école de commerce après. Sortie de Sciences Po, j'avais appris plein de choses, mais j'avais besoin de vraiment compléter ma formation par quelque chose de plus, qui me semblait en tout cas plus concret. Du privé, tu veux dire? Enfin, t'étais pas assez préparée au privé? Oui. Et puis de loin, comme ça, j'avais l'impression qu'une école de commerce, c'était aussi beaucoup plus concret comme enseignement. Je sais pas si ça prépare beaucoup mieux à la vraie vie après, hein. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, ce que ça m'a apporté, c'est que ça a beaucoup complété mon éventail de compétences. Je trouve que c'est un parcours qui est vachement complémentaire, en fait. Ouais. Et après, voilà. Et en fait, là, pour le coup, je suis vraiment allée dans le dur direct à l'ESSEC. J'ai fait de la finance. Je suis passée quelque part d'un monde un peu des idées au monde très, j'ai renoué avec les maths, etc. Enfin bon, voilà, que j'ai toujours beaucoup aimé, mais que j'avais délaissé à Sciences Po, évidemment. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Là, il y a eu un tournant puisque
Donc il y avait tout un tas de stages obligatoires. Et au cours d'un de ces stages, je me suis retrouvée en banque d'investissement. Un stage dans lequel je me suis beaucoup ennuyée, mais j'ai découvert à cette occasion-là le négoce de matières premières. Okay. En fait, le monde des matières premières. Parce que j'étais dans une équipe qui finançait des négociants de matières premières. Et en fait, donc c'était un monde que je connaissais pas du tout. C'est un petit milieu assez fermé. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises, il n'y a pas beaucoup de places dans le monde qui font cette activité-là. Mais voilà, moi, il se trouve que le hasard a fait que je me suis retrouvée à les financer. Donc je me suis intéressée à cette activité et je me suis passionnée en fait pour cette activité. Le monde des matières premières, je pense que ça parlait beaucoup à mon imaginaire aussi. Ça rejoignait énormément de choses que je trouvais intéressantes parce qu'en fait, c'est un monde où on a à la fois un pied dans l'économie réelle vraiment, et un pied sur les marchés financiers. Et du coup, cet alliage des deux m'a beaucoup séduite, et donc j'ai décidé de commencer ma carrière là-dedans. On entend souvent le métier de trader, tu vois, ça fait un peu rêver, le truc waouh. Ouais, ou au contraire, ou alors il y a un effet de répulsion. Ouais, soit c'est des sharks, soit c'est waouh, ils ont réussi quoi. Voilà. Concrètement, c'est quoi? Alors, c'est un métier. Moi, je comprends que ça alimente beaucoup de fantasmes, mais en général, c'est parce que les gens connaissent pas aussi, parce que ils plaquent aussi des gros chiffres, etc. Bon. Bien sûr. En gros, moi, ce que je faisais, qui était encore une fois un trading très spécial parce que j'avais vraiment un pied dans l'économie réelle. C'est-à-dire que moi, j'étais négociante de matières premières au Brésil. Donc, le Brésil, c'est un pays producteur. Et l'avantage de commencer dans un pays producteur, c'est qu'en fait, on est au plus près du produit. En gros, moi, ce que j'ai adoré, et c'est aussi pour la raison pour laquelle je suis partie au Brésil, c'est qu'en fait, passer au moins 2 mois par an dans les champs, quoi. Trop bien. Dans les champs, avec les producteurs, dans les ports, dans les entrepôts. Donc, t'as un côté vraiment très, très, très terrain que moi, j'ai adoré. Et en gros, le métier, c'est ni plus ni moins que prendre la marchandise où elle est produite et l'exporter vers les pays consommateurs. Voilà, ça, c'est le métier de base. Après, effectivement, c'est un métier où tu peux aussi te positionner et faire la même chose sur les marchés financiers. Et en général, tu fais ça en parallèle parce que tes opérations physiques ne sont pas rentables. D'accord. Plein de raisons, parce que la structure du marché fait que tu peux pas gagner d'argent en faisant ça que sur le marché physique. Et du coup, tu prends des positions sur le marché financier pour du coup être rentable à la fin. Ça te permet, c'est un moyen de gagner de l'argent. Du coup, t'as les deux. T'as vraiment les deux. Et en fait, moi, j'ai trouvé que c'était un métier extraordinairement stimulant. Je pense que j'aurais du mal à trouver une autre fonction qui, intellectuellement, moi, me stimule autant, parce que t'es à la fois... tu dois comprendre énormément de choses, tu dois être bon en macro parce que les décisions de la Fed aux États-Unis impactent le taux d'intérêt brésilien ou la monnaie, l'inflation brésilienne va impacter, etc., les décisions en Chine, enfin, intellectuellement, tu dois faire des ponts entre tout rapidement. Donc moi, ça, j'ai adoré. Et puis, t'as encore une fois, le côté vraiment économie réelle où tu dois aussi être bon en commerce, tu vois, mais en commerce vraiment de base. Moi, j'ai appris à négocier. C'est vraiment de la négociation pure, quoi. Pure, mais à l'ancienne, vraiment. C'est-à-dire, tu négocies. Moi, j'ai tout appris. Et moi, j'ai tout appris là-bas, quoi. Vraiment, hein, les techniques de base de négociation, à l'ancienne, vraiment. Et ça, j'ai adoré. Voilà. Bon, après, c'est aussi une fonction qui a ses limites parce que, bah voilà, il y avait aussi des choses qui m'ont déplu et donc j'ai fait ça pendant 5 ans. Du coup, t'as fait 5 ans au Brésil. Oui. Est-ce que tu peux me dire quelles ont été tes premières impressions quand t'es arrivée? Mes premières impressions, elles étaient hyper positives. En fait, c'est vraiment un job que je suis allée chercher parce que en fait, je suis arrivée au Brésil sans travail. On est parti avec mon copain de l'époque qui est mon mari aujourd'hui. On est partis un peu tous les deux sans rien. Super. Moi, j'avais ce projet très solide. Hein. J'y allais pour ça, pour décrocher un job dans ce domaine-là. Donc, on a fait ça très sérieusement et on a tous les deux trouvé assez vite. Mais du coup, je suis arrivée avec que des a priori positifs et des impressions aussi positives parce que je venais chercher quelque chose dans ce pays qui m'importait beaucoup. C'était un peu le début de ma vie professionnelle. Enfin, on est arrivé vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, j'ai décroché ce poste qui était en fait un peu enfin, ça a été un coup de bol incroyable, quoi. J'ai vraiment obtenu ce que je voulais, quoi. C'était vraiment super. Et alors, la particularité, c'est que j'étais la seule femme de mon marché, en revanche. Ouais. Alors, je peux pas dire que c'était une espèce de découverte totale parce que, évidemment, je m'attendais à un milieu très masculin. Oui. Bon, je m'y attendais. Mais j'avais pas mesuré l'implication d'être la seule, en fait. C'est-à-dire que moi, c'était vraiment la première fois de ma vie que je faisais l'expérience de la minorité. C'est rien de le dire, hein, mais c'est vrai qu'avant, ça m'était jamais arrivé. Et en fait, c'est une expérience assez radicale. Et c'est vrai que très très vite, j'ai pris conscience de l'implication d'être une femme au travail. Et j'ai pris conscience, ça a été vraiment limite un choc de réalité vraiment assez brutal, que le fait d'être une femme au travail, c'était une vraie variable de l'équation professionnelle. Une vraie variable avec laquelle j'allais devoir compter longtemps. Et ça a été un premier choc. Et comment je m'en suis rendu compte?
En fait, je m'en suis rendu compte tout simplement parce que je voyais bien qu'il y avait une espèce de frein systémique, en fait, c'est-à-dire que mon environnement de travail ne se comportait pas avec moi de la même manière qu'il se comportait avec mes collègues masculins. Il y avait un vrai deux poids deux mesures. C'était pas de la misogynie ouverte. On peut avoir un peu cette idée sur le Brésil, là, c'est un pays latin, un peu paternaliste. Du coup, ils sont tous misogynes, etc. Ben non, en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et tu vois, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure que je trouvais hyper intéressant quand on disait les gens ils font pas exprès. Oui. D'être insultant ou quoi. Et ben là c'était exactement ça, et en fait c'est ce qui rend la chose compliquée. Exactement, c'est ce qui rend la chose compliquée. Bien sûr, c'est qu'en face de toi, t'as des gens qui sont de très bonne volonté et qui ne demandent, enfin, en tout cas qui ne se rendent pas compte et qui n'ont pas de volonté de te nuire. Donc en fait, comment démêler ça en fait? Comment faire comprendre à quelqu'un qui est a priori de plutôt bonne volonté, qu'il est en train de saboter ta carrière, ou en tout cas vraiment de te freiner, quoi. Donc c'est vrai que ça m'a vraiment prise de court. Et puis je me suis aussi rendu compte que moi-même j'avais intégré des freins. C'est-à-dire que moi-même, je pouvais être ma propre ennemie au travail parce que j'étais victime de syndrome de l'imposteur, parce que j'avais du mal à me sentir valide, légitime à faire ce que je faisais, parce que, etc., etc. Je me mettais moi-même des freins, des limitations, des inhibitions, et qui en fait m'empêchaient de jouer le jeu, quoi. Ouais. Et en fait, ça c'est quand même arrivé très rapidement dans mon parcours, parce que je pense que le fait d'avoir été la seule femme, et quelque part ça m'a servi d'accélérateur d'apprentissage. En fait, j'ai été confrontée à tellement de situations tellement vite que la prise de conscience a été vraiment rapide, et que j'ai pu mettre des mots très vite et du coup essayer d'activer des choses aussi rapidement. Il y a le fait d'en prendre conscience, de comprendre, etc. Tu as entamé le cheminement vers l'égalité du genre au travail. Souvent, on se souvient d'un événement précis où vraiment ça a été le déclic. Est-ce que tu as un événement comme ça? Ouais, moi je me souviens très très bien. Il y a un événement qui a complètement transformé en fait mon rapport au travail et qui m'a permis de comprendre ce que j'avais pas compris jusque-là. En gros, mon chef un jour vient me voir et me dit: Clara, j'ai un travail à te confier. Voilà. Et pour faire court, c'était un truc assez complexe à faire qui allait me demander beaucoup de boulot, une analyse, bref, comparative de prix, peu importe. Mais j'avais une semaine pour le faire et ça a été tellement complexe que j'y ai passé vraiment la semaine. Ça m'a vraiment occupée à temps plein. Et donc, je devais rendre les conclusions de ce truc-là le lundi suivant. Et on avait une réunion tous les lundis, comme beaucoup d'entreprises. Et donc, il m'avait dit, lundi prochain, voilà, tu nous dis ce que tu as trouvé. Et donc, moi, j'ai travaillé d'arrache-pied, etc. Et je suis arrivée à des conclusions plutôt intéressantes. J'étais plutôt contente de moi. Du coup, le lundi arrive, et moi, j'étais vraiment au taquet, enfin vraiment dans les starting blocks, en me disant: génial, j'ai un truc intéressant à dire. En plus, les circonstances étaient parfaites, vu que c'était mon boss qui m'avait confié cette mission. Je me sentais absolument légitime pour du coup montrer à quel point mon travail était intéressant. Ouais. Et la réunion se passe normalement, tour de table et tout. Chacun donne un peu son avis, le marché, la semaine, machin. Et puis l'heure tourne. Et puis je vois que les marchés allaient ouvrir quand même. Et normalement, il fallait que la réunion se termine avant. Mais je me dis, mon chef est au courant puisque c'est lui qui m'a confié ce travail, donc il sait quand même que... Et puis l'heure continue de tourner, je trouve ça un peu bizarre, etc. Et puis l'heure habituelle arrive, et puis mon chef regarde sa montre comme ça, et puis il lève la séance, quoi. Il dit: très bien, merci beaucoup à tous, à la semaine prochaine. Et là, je le regarde et je lui dis: mais attendez, il y a cette étude, cette analyse que j'ai faite, je devais rendre les conclusions aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il me dit: attends Clara, on n'a pas le temps là aujourd'hui, on verra ça la semaine prochaine. Et là, en fait, j'étais tellement... Alors, il faut dire que ça se passe, je devais travailler depuis environ une année. Donc, en fait, j'avais déjà accumulé, je pense, pas mal, tu vois, de moments où j'étais frustrée, agacée, où je comprenais pas, etc. Où j'avais déjà accumulé, je pense, une certaine dose de frustration. Mais là, ça a vraiment eu l'effet d'un détonateur. Ça m'a tellement agacée que je suis retournée à ma place. J'ai ouvert un mail. J'ai collé toutes les conclusions de l'étude dedans, les graphes, les analyses, etc. Et j'ai envoyé ce mail à tous les traders du groupe. Donc, à mon équipe, à l'équipe d'Argentine, des États-Unis, de Londres, de Genève, de Singapour, etc. Donc, je sais pas, une quarantaine, cinquantaine de personnes. D'accord. Et j'ai attendu. Et en fait, ce mail-là, c'est pas grand-chose pourtant en soi, un mail, il a transfiguré mon rapport au travail. Parce que pour la première fois, je faisais quelque chose qu'on m'avait pas demandé. D'accord, je vois. C'est-à-dire que c'était la première fois que je m'autorisais à prendre une initiative qui me permette de valoriser moi-même mon travail sans attendre que quelqu'un le valorise pour moi.
Et en fait, ça a tout bouleversé parce qu'en fait, je me suis rendu compte à quel point j'avais pris le problème à l'envers jusque-là. C'est-à-dire que jusque-là, j'attendais. C'est-à-dire que là, en temps normal, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais été vraiment profondément énervée de pas avoir l'occasion de montrer mes conclusions, etc. Mais j'aurais rien fait de plus. Du coup, j'aurais accumulé de la frustration et j'aurais attendu qu'on me donne une nouvelle occasion de montrer ce que j'avais fait. Ouais. Là, j'ai pris le contre-pied. Je dis très bien. Moi, je pense que j'ai fait un bon travail. Je pense qu'il peut être utile à pas mal de gens. Comment je peux faire pour le rendre visible, ce travail? Et j'ai envoyé un mail. En plus, tu l'as fait sous la colère, en plus. C'est ça qui est marrant, c'est que tu l'as fait sans en avoir conscience, tu vois. Exactement. Je pense que c'est ça qui a servi de détonateur. Sauf que, une fois que tu l'as fait une fois, c'est fini. Il y a plus de retour en arrière. C'est clair. Une fois que tu as compris ça, et qu'en plus le ciel te tombe pas sur la tête, parce qu'en vérité, il y a aucune conséquence négative possible. Rien. Au pire des cas, les gens se disent, disons que celle-ci, elle est culottée, elle se la raconte un peu, etc. Au pire. Mais je veux dire, personne ne pourra jamais te reprocher de faire ce genre de choses. Du coup, ça a complètement changé mon rapport au travail. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte, encore une fois de plus, du contresens que j'avais fait jusque-là, et je me suis rendu compte qu'en fait, mon périmètre d'initiative était beaucoup plus vaste que ce que je croyais. Et à partir de là, j'ai commencé à vraiment développer tout ce qui a ensuite donné naissance aux règles du jeu. C'est la fameuse visibilité dont tu parlais en fait tout à l'heure. Hein. C'est exactement ça. Ouais. C'est ça. Et en fait, ce qui était génial, c'est que dans le fait de comprendre ça, c'est à la fois hyper responsabilisant, parce qu'en fait, tu te rends compte tout à coup que si tu ne fais rien, rien ne se fera, et en même temps libérateur et rassurant, parce qu'en fait, tu dis, mais en fait, je suis beaucoup plus en contrôle que ce que je pensais. Je pensais que ma carrière m'échappait, mais pas du tout, en fait. Pas du tout. Mais pas du tout. Ouais, t'es pas 100% en contrôle, mais en tout cas, il y a une énorme partie. Que tu peux gérer. Sur lesquelles t'as la main. Et ça, c'est rassurant. Justement, c'est hyper bien aussi de l'avoir su tôt. Tu vois. Oui, c'est ça. C'est ça que je disais tout à l'heure. En entreprise, encore une fois, moi, j'ai vachement de chance, encore une fois, d'avoir eu des personnes qui m'ont appris ça tôt. Mm-hmm. Parce que si tu l'as pas tôt, en fait, justement, tu peux patauger et galérer, en fait. Ouais. Et t'aimes ton job, et à la fin, tu vas détester ton secteur ou ton métier, alors qu'en soi, tu l'aimes bien. Bien sûr. Bien sûr. À cause de l'environnement, en fait. Ouais. C'est un drame, parce qu'en fait, c'est ça, moi, que je trouvais désolant. Et en fait, tu vois, une des raisons, c'est pour ça que j'insiste toujours quand on me demande sur le fait que j'ai vraiment désirer mon travail et que je l'aimais beaucoup. Je pense que si j'aimais pas mon travail, au final, ou si je l'avais choisi par défaut, tu vois, je pense que j'aurais déployé moins de ressources pour trouver ces réponses-là. Là, le fait qu'en fait, j'adore, et j'avais vraiment envie de rester, et j'avais envie de comprendre comment ça marchait, parce que, en fait, le problème, c'est que parfois, les gens aiment beaucoup ce qu'ils font, mais ils sont pollués par l'environnement, par ces espèces de moments parasites qui leur gâchent la vie, et qui finissent par leur gâcher le travail. Et ça, c'est vraiment... c'est du gâchis pur. Moi, ce qui a fait que finalement, je suis restée, je me suis entêtée jusqu'à comprendre à peu près comment naviguer dans cet environnement-là, c'est que j'aimais mon travail. Et en fait, c'est ça. Oui, c'est que tu trouves du sens et pour toi, c'est quelque chose que t'aimes bien sûr. Exactement. Ouais. Alors, il y a une notion que j'aime beaucoup, c'est la notion de sweet spot. Tu vois, c'est un peu l'endroit où on est hyper bien, où on est vraiment dans notre élément. Ouais. Avec ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire en quoi tu te sens à ta place? Là, je travaille pour une société qui défend les intérêts des coopératives agricoles françaises. Donc c'est autre chose complètement, mais c'est hyper intéressant. Donc j'ai toujours un pied dans les matières premières. D'accord. Et par ailleurs, effectivement, il y a cet engagement pour l'égalité au travail qui prend une place de plus en plus grande dans ma vie. Alors le sweet spot, je sais pas si je l'ai atteint. Ce qui est sûr, c'est que le fait de dédier autant de mon temps, de mon énergie à quelque part, tu vois, à quelque chose de plus grand que moi. C'est-à-dire d'avoir trouvé, parce que la vie a mis ça sur ma route, hein, parce que l'engagement, on parle beaucoup d'engagement, il faut être engagé, mais il faut pas oublier que l'engagement, ça naît toujours d'une expérience personnelle. Bien sûr. Tu vois, par exemple, si toi, aujourd'hui, c'est la question du sens ou de la réussite, etc., qui te parle et que tu as envie de dédier ton énergie là-dedans, c'est parce que ton trajet de vie t'a mené à ça. Et en fait, un engagement, ça peut pas naître hors sol. C'est toujours le fruit d'une expérience personnelle plus ou moins douloureuse, en général plutôt négative, hein. Ça peut aller plutôt négative, ouais. Mais après que tu transformes. Voilà, oui, forcément. Mais c'est la beauté de la chose que d'arriver à transformer une expérience qui a priori était pas très positive en quelque chose de positif et de plus grand que soi. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. Et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que tu m'avais posé la question en commençant à travailler, etc., la question des femmes au travail. Enfin, j'étais pas du tout prédestinée à ça. Et pourtant, vraiment important pour moi aujourd'hui de la faire progresser et de porter ce message le plus possible, parce que j'ai vraiment la conviction déjà que il peut aider beaucoup de gens, et j'en ai eu en plus la confirmation depuis que le podcast est sorti. Bien sûr. Et en plus parce que je pense qu'il y a encore tellement à faire. Donc pour moi, j'ai trouvé vraiment
une cause, on peut dire ça comme ça, qui me parle et qui me donne envie d'en faire plus. Moi, dans mon cas, c'est vrai que le fait d'avoir trouvé dans ma vie quelque chose de plus grand que moi, je sais pas trop comment le formuler autrement. Non, mais je comprends très bien. C'est une cause, en fait, qui dépasse ta sphère individuelle. C'est ça. Après, bon, moi, je me considère pas, tu vois, comme une militante féministe, etc. C'est vraiment des gens qui, moi, je trouve qu'ils ont un courage en plus physique immense et qui organisent toute leur vie. Après, c'est une histoire de, tu vois, il y a ce truc aussi parfois où on nous dit oui, t'es pas assez engagé, t'es pas assez, etc. Mais en fait, chacun à son échelle. Exactement, chacun son échelle et chacun en fait peut apporter depuis là où il est quelque chose de différent. Absolument. C'est-à-dire que moi, par exemple, compte tenu de mon histoire, je pense que je peux apporter un certain nombre de choses en partant de ce que j'ai vécu. Ce serait absurde de ma part de dire moi, je vais contribuer à la cause des femmes sur un sujet qui a rien à voir avec le travail. Ouais, et puis surtout quelque chose qui t'intéresse, qui te parle aussi. Non, très clair. Là, j'ai passé des questions un peu usuelles que j'appelle nos tamis de Gatéméry. Ok. Pendant tes différentes transitions que tu as eues, quelle a été ta plus grande peur et comment tu l'as surmontée? Ma plus grande peur, ça a toujours été de passer à côté de ce que je désirais vraiment. Par exemple, quand j'ai quitté le trading, les gens pensaient que c'était vraiment, parce que je l'ai fait un peu c'est pas sur un coup de tête, mais c'est arrivé assez rapidement. C'est pas une décision que j'ai mûrie pendant des mois et des mois. C'est-à-dire, il y a un moment, j'ai su que j'étais plus au bon endroit, il fallait que je m'en aille, et je suis partie sans forcément avoir de plan B derrière. Bon, il se trouve que ça a coïncidé avec notre retour en France, donc les choses se sont passées comme ça pour nous. Mais d'accord. Voilà, par exemple, ça c'est une décision que j'ai prise qui pouvait avoir l'air assez radicale, mais en fait, et donc du coup, les gens souvent me disent, mais toi, t'as pas peur de prendre des risques? En fait, j'ai très peur du risque. C'est simplement que je le place pas au même endroit. Et pour moi, le plus grand risque, c'est de passer à côté, quoi. De passer à côté de moi, à côté de ce que je désire vraiment, de qui je suis, etc. Donc tu t'écoutes beaucoup. J'essaye, même si c'est pas facile, c'est un codeur qui peut être assez brouillé parfois, je pense comme pour tout le monde, c'est vraiment pas simple, mais en tout cas, essayer donc au final, j'ai jamais eu le sentiment de prendre des risques dans le fait de quitter un emploi ou de changer de braquet ou de ce genre de choses. J'ai toujours placé le curseur du risque, moi, plutôt sur le fait de passer à côté de ce que je voulais. C'est comme quand je suis partie au Brésil sans rien. Les gens me disaient, mais enfin, pourquoi aller chercher du travail dans un domaine aussi précis alors que tu peux rester généraliste? Encore une fois, cette histoire, c'est les proches qui disent ce genre de choses, un peu parce qu'ils s'inquiètent, etc. Mais, alors que pour moi, le plus grand risque aurait été de ne pas y aller. C'était inenvisageable de pas tenter cette aventure-là. J'étais sûre que c'était ça qu'il fallait faire. Non, mais c'est intéressant. C'est pour ça, j'aime bien poser cette question parce que justement, le rapport que les gens ont avec la peur est complètement différent, en fait. Bah oui, bien sûr, ouais. Même si c'est un sentiment qui est universel et que c'est l'émotion la plus répandue, tu vois. Enfin, surtout en transition, etc. Mais c'est intéressant là où tu places le curseur, justement, du risque. Ouais. Et l'entourage, de toute façon, ils projettent leur propre peur sur nous, tout simplement. Exactement, c'est ça en fait. Et puis c'est naturel, voilà. c'est naturel. Oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Est-ce que tu peux me partager un livre qui t'a particulièrement marqué et me dire pourquoi il t'a marqué? Oui, alors, écoute, j'ai une lecture. Alors, c'est très actuel. Dis-moi. Je viens de finir un livre qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Une colère noire en français et Between the World and Me en anglais, par Coates. Je l'ai pas lu. C'est ce journaliste américain noir, brillantissime, qui bosse pour The Atlantic et qui est un peu une des figures en fait en ce moment du journalisme politique américain contemporain et une espèce de fils spirituel de James Baldwin, etc. Ah, génial. Donc c'est un penseur de l'identité noire aux États-Unis. Et en fait c'est marrant parce que c'est un livre que j'avais lu il y a quelques mois et que j'ai relu à la lumière de tout ce qui se passe. Et j'en ai eu une lecture mais complètement différente. C'est-à-dire qu'en fait je me suis rendu compte que j'étais passée mais complètement à côté. Je l'avais trouvé très bien écrit. En fait, il est magnifique ce livre parce que c'est une lettre ouverte à son fils où il lui raconte sa vie de petit garçon, ado, jeune adulte lui il vient des quartiers pauvres de Baltimore si je me trompe pas. Donc voilà, toute sa vie, comment grandir et quelle identité construire quand t'es un noir pauvre aux États-Unis. Bon, il se trouve que lui, il est tellement brillant qu'il s'en est sorti par les études, mais bon, il y a quand même la majorité des gens ont pas cette possibilité. Bien sûr. Et en fait, donc c'est un livre qui est magnifique, qui est hyper émouvant et très bien écrit. Donc c'est une pépite littéraire. Et en plus, c'est un livre qui est éminemment politique parce que c'est vraiment un penseur politique. Il met en perspective son histoire particulière avec l'histoire des États-Unis d'une manière qui est magnifique. Et il donne un éclairage sur les énormes tensions entre les blancs et noirs, etc. Enfin, franchement, c'est une lecture qui est à la fois hyper éclairante et en même temps, pour les gens qui aiment la littérature, c'est un bijou, quoi. Bah, super.
toute façon, je noterai en référence de l'épisode et clairement, je vais le lire incessamment sous peu. Quel est ton moteur? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Qu'est-ce qui te drive? Qu'est-ce qui me drive? Elles sont difficiles, ces questions. Ouais, je sais, mes questions sont un peu difficiles, mais j'aime bien. Ah ouais, il y a plein de trucs. Mon moteur, c'est d'arriver à créer une vie, je pense, qui soit au plus près de qui je suis. C'est un peu vague, mais tu vois, voilà, faire avancer l'égalité au travail, c'est un vrai moteur, par exemple. Très clair. Et quelle est ta définition de la réussite? Eh ben, c'est ça. Ma définition de la réussite, c'est d'arriver à avoir une vie au plus près de qui on est. C'est-à-dire de pas passer à côté de qui on est, de pas se laisser aspirer par... c'est d'être libre d'esprit, d'être libre penseur, en fait. Et d'arriver à s'affranchir de toutes les projections des autres, de soi-même hérité, de je ne sais quoi, et d'arriver à avoir la force et la grande liberté, et ce qui est le travail peut-être de toute une vie, d'arriver à forger une existence qui soit vraiment au plus près de qui on est et de ce qui nous accomplit, quoi. Donc c'est extrêmement difficile, mais pour moi la vraie réussite, elle est là. Ouais. La vraie réussite, elle est là. Alors ça peut être gagner plein d'argent et habiter dans un palace, ou ça peut être, je sais pas, peu importe en fait, les critères. Oui, comme tu dis, te rapprocher de qui on est. Ouais. Après, le plus dur, j'en parle, tous mes invités me le disent, le plus dur, c'est de se connaître. En vrai. Le plus dur, c'est de se connaître. C'est pour ça, c'est vraiment le voyage d'une vie. Et je pense qu'en fait, une vie réussie, c'est une vie où au moins on a fait une partie de ce voyage-là. Absolument, absolument. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, quelque chose qui tient à cœur, peut-être un conseil aux auditeurs ou bien aux personnes qui pataugent, qui savent pas trop où aller, qui savent pas ce qu'ils veulent déjà aussi? T'as un conseil à donner? Ouais. Moi, je pense que toujours partir de là où on est. C'est-à-dire, en fait, je pense que quand on n'est pas bien là où on est, le réflexe qu'on a, c'est de projeter un peu des chimères ou des idéaux et de se dire, ça, c'est ma vie idéale, comment je fais pour y arriver? Alors qu'en fait, je pense que la bonne manière, c'est de partir de là où on est, de vraiment regarder autour de soi et de se dire comment est-ce que je peux tirer le maximum de cette situation-là et d'enclencher mon prochain meilleur pas. Et moi, le conseil que je donne toujours, c'est de commencer avec cette question: qu'est-ce que je peux faire qu'on ne m'a pas demandé? C'est le tout début du raisonnement, mais ça commence là. Et à partir du moment où on s'extrait d'une posture où en fait on dépend des autres, quelque part on regagne sa liberté, même mentalement en fait. Bien sûr. C'est déjà là que ça commence, et ensuite le reste peut suivre à partir de là. Mais aborder sa vie en se disant attends, qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de là qui ne dépend que de moi? Ça peut être hyper prosaïque et ça peut être vraiment sur des problématiques business quotidiennes sans forcément penser à un plan de vie. Hein. Oui. Mais vraiment se placer en protagoniste, c'est pas si simple. Mais c'est à mon avis le premier pas vers le prochain meilleur pas. Super. Et si les auditeurs veulent te suivre, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Sur Instagram, sur LinkedIn. Il y a la page des règles du jeu qui s'appelle www.lesrèglesdujeu.co. Là, déjà, c'est pas mal. Super. Écoute, merci beaucoup, Clara. C'était vraiment trop cool. C'est moi qui te remercie. C'était vraiment très enrichissant. Je te dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Ciao. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode? N'hésitez pas à me donner votre feedback en m'écrivant sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram de préférence, avec le pseudo @gatemery, ou bien sur le site internet www.gatemery.com. N'hésitez pas d'ailleurs à vous inscrire à la newsletter que je vais lancer prochainement. Dernière chose très très importante pour moi et un peu pénible pour vous, c'est de me mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Pourquoi c'est important? C'est que plus j'aurai de notes, plus le podcast pourra être découvert facilement par d'autres personnes. Ou sinon, juste partagez le podcast aux réseaux sociaux, partout, partagez-le. N'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine.